Vous m'entendez bien? Bonjour à tous déjà. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bon, bah super. Je reconnais la voix de Roland, je crois. La jolie voix. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de travailler dans le domaine des arts, hein, toujours évidemment, sur le mouvement du corps à la trace. Donc, toujours la même chose, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Si vous avez besoin de m'arrêter, vous m'arrêtez. Si vous avez besoin de poser une question, voilà, je m'arrête, vous posez la question, j'y réponds le mieux possible. Hein, donc, vous n'hésitez pas quand il y a quelque chose, ou si je vais trop vite, par exemple, ou si l'image, vous la voyez mal, ou si ça coupe aussi également. D'accord, hein, vous n'hésitez pas à couper et puis on s'arrête et ce n'est pas un problème. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler du mouvement dans le domaine des arts, hein, des arts visuels, à travers plusieurs artistes. Dans un premier temps, on va se questionner sur la définition du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire, le mouvement? Alors, il y a plusieurs façons de le définir. On peut le définir par le déplacement d'un corps, c'est-à-dire par le changement de position dans un espace. On peut le définir par l'action, évidemment, de se mouvoir, de se déplacer, de changer de place en modifiant la position de son corps. Ça, c'est un élément qui peut être intéressant dans le domaine des arts plastiques. Ça peut être un ensemble de gestes avec un déplacement des corps. Ça peut être un déplacement d'objets également. Ça peut être quelque chose qui se rapporte à de l'animation, à de l'agitation, mais également dans les peintures, dans les dessins, dans les sculptures, on parlera de rythme. Hein, quand on travaille en art dans tous les médiums, hein, c'est-à-dire peinture, sculpture, vidéo, etc., on va parler, quand on travaille le mouvement, de rythme, de façon à pouvoir finalement appréhender des éléments qui vont pouvoir interpeller le spectateur à travers notre création, à travers notre production artistique, à travers notre récit aussi, ou à travers l'histoire que l'on veut raconter. On va créer un rythme. Excusez-moi, j'ai oublié de brancher la batterie. Je branche la batterie, sinon on va se retrouver sans batterie. Hop, je suis en train de voir ça. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui se rapporte à un élan, à une volonté, à un mouvement de colère, par exemple. On pourrait dire ça quand on est en colère. On va montrer dans le cadre d'une œuvre artistique un mouvement où on va voir, par exemple, un portrait en colère avec la bouche ouverte, avec les yeux ronds, avec les sourcils qui sont froncés. C'est aussi un mouvement sur le visage, mais c'est également un mouvement. Ça peut être un mouvement aussi d'ordre moral, d'ordre éthique, c'est-à-dire qu'on va générer un mouvement économique, politique, un mouvement social. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt conceptuel. On n'est pas dans le déplacement du corps, mais ça reste un mouvement qui est important. Par exemple, on parle de mouvement de grève, hein, de manifestation. On est aussi dans des mouvements qui sont des mouvements d'idées, on va dire, des mouvements moraux. Ça, c'est pour la définition du mouvement. Si on fait des transversalités avec d'autres disciplines, par exemple avec la biologie, on va parler dans la définition du mouvement d'un acte mécanique. Donc là, vraiment dans le déplacement d'un organisme vivant, hein, plutôt. Si on parle des beaux-arts, hein, donc ce qui nous concerne, nous, on va parler donc d'animation, d'une œuvre qui est vivante, qui justement a un rythme particulier, avec un équilibre, par exemple des pleins et des vides, avec des procédés de composition qui sont travaillés, réfléchis. Si on parle de mécanique, on va parler d'un mouvement dans le mécanisme d'une machine, par exemple, avec des déplacements qui sont déterminés, qui sont travaillés.
Si on parle de musique, le mouvement est évidemment très important dans les morceaux de musique, avec des degrés de lenteur, de vitesse, avec aussi ce qu'on appelle des silences, hein, c'est-à-dire qu'on a des mouvements et puis dans la musique, on a des silences qui sont extrêmement importants puisqu'ils vont permettre de mettre en lumière les notes de musique. En art plastique, c'est la même chose finalement parce que ce qui va mettre en lumière le dessin, le motif, c'est ce qu'on appelle le vide, c'est-à-dire les éléments qui sont blancs sur la toile ou sur le papier, ou les éléments qui sont troués, par exemple, qui sont évidés dans les sculptures. Donc, cette notion de vide en art, elle est extrêmement aussi importante puisqu'elle va mettre en valeur les motifs. Donc, le mouvement, on voit qu'il est polysémique, ça veut dire qu'il a plusieurs sens. Et c'est ce qu'on va voir à travers aujourd'hui différents artistes. Quand on parle de mouvement en art visuel, en art plastique, on va parler de tension, on va parler d'opposition. Donc d'opposition entre ce qui est statique et ce qui est dynamique, entre ce qui est équilibré et ce qui est déséquilibré. On va le voir avec des exemples, hein. Entre ce qui est mobile et ce qui est immobile, entre l'espace, hein, ce qui va être dans un espace, dans un support par exemple, et cette notion de temps, de temporalité, entre aussi ce qui va être simultané et ce qui ne va pas l'être. Entre ces notions, on en a parlé un petit peu juste avant, de vitesse et de lenteur, par exemple, entre cette idée que les choses peuvent être instantanées, c'est-à-dire immédiates, et sur une longueur de temps, et cette notion de cinétisme chère au cinéma, qui est apparue fin 19e siècle, dans cette idée, en effet, qu'on va générer des arts qui sont véritablement en mouvement. Ce n'est pas un mouvement qui est suggéré, ce n'est pas une illusion, si vous voulez, de mouvement qu'on va avoir chez certains artistes. C'est un véritable mouvement, par exemple, à travers des sculptures qui bougent véritablement. Et les artistes qui ont travaillé là-dessus, évidemment, le cinéma, la vidéo, on est dans un mouvement aussi qui est réel, qui n'est pas suggéré. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans les arts visuels, cette notion de mouvement qui peut être suggérée, donc à travers une peinture, une œuvre en 2 dimensions ou une œuvre qui est dans un mouvement qui est véritable, qui est réel. Alors, qu'est-ce qui est en mouvement? Ça peut être justement en lien avec ça, ça peut être le sujet qui est en mouvement, ça peut être l'artiste qui est en mouvement, ça peut être le support, on le verra sur différentes œuvres d'artistes, ça peut être l'œuvre en elle-même ou ça peut être le spectateur qui se déplace et qui se met en mouvement devant une œuvre. Hein, donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont importants à appréhender quand on appréhende des arts visuels. Alors, premier exemple de mouvement, vous allez me dire quel type de mouvement. Donc là, c'est un artiste un artiste de l'époque moderne, hein, fin 19e, début du 20e, qui s'appelle Edgar Degas, qui était passionné par la danse, par les chorégraphies, donc par cette notion finalement d'équilibre à travers les danseuses classiques. Pardon. Et lui, tout au long de son parcours d'artiste, il s'est amusé donc à peindre des danseuses. Et donc, il allait voir les danseuses à l'Opéra de Paris pour en faire des dessins, des croquis, pour vraiment étudier le mieux possible leur position au niveau du corps, leur posture dans ces équilibres, dans ces déséquilibres, dans ce rythme aussi, et pouvoir les peindre le mieux possible. Alors là, c'est une autre peinture de Degas. Donc, l'idée, c'est que là, on est dans un mouvement suggéré. Hein, on voit bien que ce n'est pas un mouvement réel. Le peintre le suggère à travers ses pinceaux, à travers son dessin, à travers sa peinture. Mais dans ce mouvement suggéré, c'est-à-dire qui est peint, il y a une illusion de mouvement. On voit bien que cette danseuse est en train de danser, donc est en mouvement, est en train de se déplacer dans son corps. On le voit par plusieurs façons. La posture, en effet, du corps, le mouvement du corps qui est suggéré, mais également ce qu'on appelle des raccourcis en dessin. Hein, on voit que ce bras qui est ici à gauche est en raccourci,
C'est-à-dire c'est une illusion de perspective, une illusion de profondeur par rapport à ce bras-là. C'est-à-dire que son bras réellement n'est pas de cette taille-là, mais comme elle est en train de danser, qu'elle est en mouvement, pour montrer ce mouvement, on est obligé de dessiner ça en raccourci. Hein, c'est une illusion. On voit aussi que dans cette posture de corps où elle est sur une seule jambe, avec ce bras qui est élancé, on a bien cette idée qu'elle est elle est dans un élan, si vous voulez, dans une dynamique, dans un rythme, avec ce visage aussi qui a le regard levé au ciel. On a ce ruban aussi qui nous donne cette idée de dynamisme et d'élan, comme si ce ruban était dans un petit peu dans le vent, hein, parce qu'elle est en mouvement, donc il y a quelque chose, il y a l'air qui est brassé, qui est en mouvement, donc on voit bien que ce ruban est en train presque de voler, hein, de se déplacer dans l'air. Même chose pour le vêtement de la danseuse, qui est comme en déplacement dans l'air, puisqu'elle est en train de danser, et on voit que ce jupon est presque transparent, parce qu'il il est dans ce déplacement de l'air. Hein. Des questions là-dessus, sur cette peinture-là? Cette idée de montrer le mouvement, de pouvoir montrer le mouvement à travers une œuvre bidimensionnelle? Non, ça va? Je continue? Vous m'entendez bien? Allô, allô? Vous m'entendez bien ou pas? Je m'arrête 5 minutes. Est-ce que je continue? Est-ce que vous m'entendez? Alors, on continue. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'espère. Bon, alors, on continue avec un autre artiste extrêmement célèbre qui était sculpteur, qui s'appelle Auguste Rodin. Et lui, il a aussi beaucoup travaillé cette idée de mouvement dans les arts pour montrer ce dynamisme, pour montrer ce déplacement, pour travailler aussi ce que je vous ai dit en introduction tout à l'heure, ces phénomènes de plein et de vide. Vous voyez que dans cette sculpture, on a bien des vides hein, dans les éléments où il n'y a pas de sculpture, donc par exemple entre le torse et le bras, et on a bien des pleins. Des pleins, c'est vraiment l'élément où il y a le matériel, le matériau pour pouvoir élaborer la sculpture. On voit, alors Rodin, c'est vrai qu'il aimait beaucoup aussi s'inspirer de la danse, des danseuses pour pouvoir appréhender l'anatomie des corps, puisque c'est quelque chose qui est important hein, dans cette idée de représenter le mouvement, comprendre comment une anatomie est faite, comment sont les proportions, de façon à pouvoir les représenter le mieux possible. Et il s'est intéressé également au ballet classique pour pouvoir représenter le mouvement, notamment avec des grands danseurs comme Nijinsky ou des ballets russes également, pour pouvoir appréhender dans ces croquis ces notions de mouvement et cette notion finalement d'équilibre, de déséquilibre à travers ces dessins. Je vous ai mis un croquis à l'aquarelle de Rodin qui me semble intéressant parce que c'est vrai qu'on est sur un croquis assez spontané. Mais donc ce n'est voilà, ça reste un croquis, une esquisse, mais on arrive quand même à appréhender cette idée de mouvement où on voit les raccourcis au niveau des membres, on voit que les personnages créent comme ça une chorégraphie à travers des jeux de jambes. On voit que la jambe est pliée d'un côté et ensuite elle est allongée de l'autre. On voit les mouvements de corps qui sont parfois frontales, qui sont parfois de profil, parfois de 3/4 et qui vont générer cette notion de mouvement. Tout le propos, en effet, c'est de générer une dynamique à travers ce mouvement et de faire en sorte finalement que les proportions soient justes malgré le mouvement. On voit bien ici, par rapport à la vue de la sculpture, qu'on a aussi un raccourci, c'est-à-dire qu'ici on voit le pied de face, donc on a une jambe qui paraît très petite puisqu'on a le pied de face par rapport à cette jambe qui est pliée. C'est une vision à nouveau de la profondeur. Évidemment, si on a une autre photographie de cette sculpture, de profil, par exemple, on aura une autre vision de cette jambe-là qui est allongée.
La difficulté, en fait, quand on veut représenter le mouvement, quand on veut le suggérer, c'est évidemment de prendre compte de ces raccourcis en perspective, dans cette illusion de la profondeur, et de tenter, à travers des proportions, de rendre compte de façon le plus juste possible des corps en mouvement. Ce qui n'est pas simple. Autre sculpture de Rodin, vous voyez, on a vraiment une sculpture qui est en équilibre, qui est intéressante pour ça, hein, où elle est sur un pied, avec ensuite cet équilibre autour de ce corps dont la main tient le pied. Ce qui est intéressant dans cette sculpture, c'est cette main et ce pied qui se prolongent comme si elles étaient véritablement attachées. C'est-à-dire que la main ne tient pas le pied, elle est vraiment dans un prolongement, comme si les deux membres ne faisaient qu'un membre. C'est-à-dire que le pied et la main ne sont qu'un seul membre pour générer comme ça ce prolongement de ce corps qui crée comme ça une forme géométrique, hein, qui est vraiment intéressante dans cette posture du corps, dans cette aussi étirement du corps, on pourrait dire, et avec un très bel équilibre sur cette jambe qui est extrêmement tendue. Même chose ici, toujours sculpture de Rodin, Auguste Rodin. Là, on a aussi un très bel équilibre dans cette représentation du mouvement avec ces mains qui génèrent l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a un équilibre sur une jambe pliée, et puis on a l'impression qu'en effet, ce personnage, cette personne arrive à tenir en équilibre grâce à cette jambe qui est allongée, cette jambe qui est allongée, qui va générer comme ça un équilibre. Sinon, on a le sentiment qu'il pourrait tomber. Et ses bras aussi qui vont générer une tension de l'autre côté, de façon à pouvoir maintenir cet équilibre de ce corps qui ne tient que sur ses orteils, comme on pourrait voir des danseuses classiques. Donc on a aussi une dynamique qui est intéressante, un véritable équilibre entre les pleins et les vides à travers cette sculpture, et qui génère comme ça cette tension sur juste ces bouts de pied qui permettent de tenir la sculpture tout entière. Et qui donne cette sensation finalement de temps suspendu, de légèreté à travers un matériau qui est un matériau lourd, hein, qui est pesant, mais dans l'ensemble, on a quand même ce sentiment de légèreté parce que le positionnement de cet équilibre est juste sur des orteils, sur le bout de pied. Alors ça, c'est intéressant dans cette notion de mouvement qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la chronophotographie. Donc ça a été inventé par Muybridge et par Étienne Jules Marais. C'est apparu fin 19e siècle. Alors, vous savez que la photographie a commencé à être appréhendée, inventée début du 19e siècle en Europe, et qu'elle a été popularisée fin 19e. Au début du 19e, c'était des grosses boîtes noires qui étaient difficiles à déplacer. Et puis fin 19e, on va commencer à réduire cet appareil photographique, et les artistes vont s'amuser avec ça, et notamment Muybridge et Marais, pour créer justement pour tenter de décomposer le mouvement. C'est vraiment ça le principe, à travers des photographies qui vont photographier en rafale un mouvement. Et c'est ce qui va être fait pour ce cheval au galop. Et ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est que grâce à la chronophotographie, on va s'apercevoir qu'à un moment donné, dans une allure du cheval, finalement, regardez, alors je la vois, regardez cette troisième photographie. Vous voyez, 1, 2, 3. On s'aperçoit de quoi? Qu'est-ce qu'on voit? J'ai entendu, je crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous remarquons que les quatre pattes du cheval sont suspendues en l'air. Bravo, bravo, bravo.
Exactement. Exactement, bravo. En effet, et ça, on s'en était pas aperçu. C'est-à-dire qu'il a fallu la chronophotographie pour s'apercevoir que dans l'allure du cheval, finalement, à un moment donné, dans son allure au galop, il a les 4 pattes en l'air. C'est-à-dire qu'il vole carrément. C'est-à-dire qu'il n'a pas les pattes sur le sol. Aucune des pattes ne touche le sol. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans cette idée d'étudier le mouvement et qui va permettre à de nombreux artistes, finalement, d'aller dans cette idée de travailler, d'analyser, de constater le mouvement dans une certaine dimension temporelle ou dans une certaine allure, de façon à proposer des œuvres qui vont être complètement différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'à travers cette décomposition du mouvement, finalement, des artistes vont vraiment exprimer des peintures, des sculptures qui vont être complètement différentes de ce qu'on proposait avant. Il y a eu d'autres chronophotographies, notamment par exemple, d'une personne qui descendait un escalier. Comment, à travers notre corps, notre déplacement du corps, quand on descend un escalier, comment le mouvement est décomposé? Qu'est-ce que ça apporte? Et ce qui peut être intéressant, c'est que on va le voir là sur cette autre décomposition du mouvement. Finalement, ça peut être intéressant de voir un peu ce qu'on a vu chez Rodin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce pied, cette main qui se prolonge comme si c'était un seul membre. Finalement, dans cette photographie décomposition ici de Marais, qui est un autre qui a fait aussi des études sur la chronophotographie. Chrono, je rappelle que ça veut dire, c'est un terme qui vient du grec, qui veut dire chronos, qui vient d'un dieu aussi, qui veut dire le temps, qui signifie le temps. Et donc, c'est la décomposition du temps en photographie. Et là, vous voyez bien que dans ce percheur, ce sportif de haut niveau qui est en train de qui est en train de faire un saut à la perche, le Marais décompose ce mouvement à travers la photographie. Et on a ce sportif, on voit qu'il va commencer à mettre sa perche sur le sol, puis il la met sur le sol, puis son corps s'élève, et enfin, il va passer l'obstacle de façon à atterrir de l'autre côté. Et ce mouvement, il est intéressant parce qu'on a le sentiment que finalement, ce sont des corps qui sont décomposés dans un mouvement qui s'étire dans le temps. C'est-à-dire que ce corps, un peu comme un dieu, génère plein de corps différents qui pourraient être prolongés, étirés sur un même sentiment de corps. C'est assez, ça a été un élément qui va inspirer énormément d'artistes dans cette idée de prolongement de mouvement qui s'étend finalement dans une même temporalité. Le temps s'étire et s'étend. De là à évidemment aller dans une dimension aussi philosophique d'un temps humain qui est subjectif, qui est relatif et finalement qui peut s'étendre, qui peut se décomposer à travers une temporalité qui est beaucoup plus lente et à travers un corps qui a plusieurs corps, plusieurs membres. Et c'est ce qui va nous amener à des artistes ensuite, au début du XXe siècle, qui vont vraiment travailler le mouvement à travers la peinture. Notamment, j'avais montré lors d'une première conférence, voyez cette idée de décomposer le mouvement sur une peinture à travers ce chien. Donc ça, c'est un peintre et un sculpteur italien qui s'appelle Giacomo Balla et qui va être dans un courant artistique qu'on appelle le futurisme. Le futurisme, c'est début du XXe, c'est une époque en effet où on a de plus en plus de mouvements dans la représentation des œuvres. Et lui, il va s'amuser à tenter de représenter sur une œuvre en 2 dimensions, à suggérer le mouvement, on pourrait dire, de ce chien qui est en train de courir à côté de son maître, donc il est en laisse, qui est en train de marcher. Et donc, à travers cette inspiration de décomposition du mouvement, il décompose aussi les pattes de ce chien à travers finalement la répétition de ses pattes, comme s'il était en train de courir. Et donc, on a énormément de pattes. Vous voyez, le chien, finalement, qui n'a que 4 pattes, se retrouve avec
énormément de pattes et ce propriétaire qui a normalement aussi 2 jambes, 2 pieds, se retrouve avec plein de jambes et plein de pieds pour montrer ce mouvement, cette décomposition du mouvement dans une certaine temporalité, ce qu'on retrouve ici, qui n'est plus là une photographie, qui est bien une peinture, mais qui nous montre, alors même chose sur la queue du chien, qui nous montre bien que le fait de répéter, d'être dans cette répétition de différents membres, va nous permettre finalement d'appréhender le mouvement. C'est une façon d'appréhender le mouvement. Même chose, vous voyez, pour la laisse qui est ici, elle est répétée plusieurs fois. Alors, répétée plusieurs fois, pas dans les mêmes tonalités, on voit qu'il y a des notions de transparence. Si on est vraiment dans le domaine plastique, vous voyez que ces pattes, elles ne sont pas représentées de la même façon. Elles sont parfois extrêmement transparentes ou translucides de façon à montrer cette idée que quand on est en mouvement, bah, finalement, plastiquement, les tons de couleur changent, la couleur change, la tonalité change. On le voit aussi ici dans ce sportif, on voit bien que parfois, les jambes, il y a une superposition, il y a une répétition, une superposition. Et les jambes, en effet, parfois, sont presque transparentes. La perche aussi, il y a quelque chose dans la tonalité qui va différer, qui va donner une certaine transparence et qui va montrer cette idée de mouvement dans une temporalité différente ou une temporalité qui se prolonge, qui s'étire. Autre œuvre dans ce courant artistique du futurisme, même chose, hein, toujours dans cette étude de décomposition du mouvement, on voit cette jeune fille, c'est un croquis, hein, on voit cette jeune fille qui court sur un balcon. Toujours la même méthode, on répète les membres, on répète les bras, de ses bras qui courent, de ses jambes qui courent, pour montrer cette jeune fille sur une surface en 2 dimensions, donc sur une surface qui est statique. Hein, la feuille de papier de notre dessin ne bouge absolument pas, elle est statique, elle est immobile, mais l'idée, c'est à travers cette feuille, ce support de dessin qui est statique, montrer avec notre crayon ce mouvement. Donc, on est dans l'illusion du mouvement comme l'illusion de la profondeur dans ce phénomène de répétition et de tonalité de couleur. Ça va? Oui, oui. Oui, je continue. Alors, vous voyez que là c'est pareil, c'est un artiste Russolo. C'est un artiste du futurisme qui est moins connu, mais je trouve que c'est intéressant de le montrer parce que ce qui va être intéressant, en fait, dans à partir de ces gens qui faisaient des œuvres figuratives, je rappelle, on arrive à reconnaître ce qu'il dessine. On voit bien que c'est un personnage, c'est un corps. Même chose chez Degas, on voit bien que c'est une danseuse. Donc, ce sont des œuvres figuratives. Là, dans la chronophotographie, on voit bien que c'est un cheval, on arrive à reconnaître. Même chose ici. Ici, on voit toujours que c'est un chien. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir que le fait d'étudier la décomposition du mouvement, ben, on va de moins en moins reconnaître les œuvres et on va aller de plus en plus dans quelque chose qui va tendre à l'abstraction. On est au début du 20e, on est dans cette rupture dans l'histoire de l'art où les artistes vont commencer finalement à travers justement des études de mouvement, mais aussi de profondeur, pourquoi pas, aller dans une recherche de la couleur, dans une recherche de cette notion de temps, dans une recherche de cette notion de mouvement. Et on va s'apercevoir finalement qu'ils vont tellement être dans cette recherche-là qu'ils vont en oublier la réalité et qui vont commencer à représenter des choses qu'on n'arrive plus à reconnaître. Là, lui, il a appelé son tableau Dynamisme d'une automobile. C'est un Italien aussi. Et vous voyez qu'il a tenté de montrer le mouvement d'une voiture et qu'on ne voit plus du tout la voiture. On voit quelque chose qui est en mouvement. On voit des couleurs qui sont très chaudes, rouges, et des couleurs qui sont très froides pour avoir cette tension entre les couleurs froides et les couleurs chaudes. On voit des éléments qui sont très lumineux dans le jaune et on voit des figures géométriques comme si des triangles qui sont répétés, qui vont dans un sens, qui apportent une dynamique, qui apportent un mouvement, mais on ne voit plus la voiture. On ne voit plus du tout, on voit un mouvement qui est devenu abstrait, qui n'est plus figuratif et qui va engendrer comme ça chez les artistes du XXe siècle une autre façon de représenter le mouvement et qui va aller de plus en plus dans l'abstraction. Vous voyez, on y est, hein.
on y est dans l'abstraction, on est au milieu du XXe siècle, avec un artiste qui s'appelle Fernand Léger et qui va, lui aussi, à travers cette représentation des mouvements des membres, qui sont cette fois-ci complètement décomposés. Les membres ne sont pas attachés à un corps. Hein, on a l'impression qu'ils sont les uns à côté des autres, aussi répétés. Il y a un phénomène de répétition, de superposition, de juxtaposition. Ils sont parfois les uns à côté des autres. Il y a un traitement de la couleur très vive, avec des couleurs primaires, des couleurs chaudes, des couleurs froides, qui mettent en tension tous ces éléments. On sent bien le mouvement, hein, il y a une espèce de chaos. On sent bien que les éléments sont les uns à côté des autres, mais bougent dans cet espace bidimensionnel parce qu'il y a cette notion de répétition, parce qu'il y a cette notion de juxtaposition, parce qu'il y a cette idée aussi que les membres sont positionnés comme dans une forme circulaire. Et donc, on sent bien ce mouvement alors que le support est statique. Et on est dans quelque chose qui n'est plus du tout figuratif, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans quelque chose qui est abstrait. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut montrer le mouvement sans être dans un mouvement figuratif, c'est-à-dire sans représenter une danseuse, sans représenter un sportif qui est en train de sauter à la perche ou un cheval qui est au galop, mais dans des mouvements comme ça qui sont répétitifs et qui sont circulaires. Vous voyez, même chose ici, on a des personnages qui sont superposés les uns sur les autres, qui sont placés de façon désordonnée, qui sont aussi placés parfois sur un axe horizontal, à l'envers, sur un axe vertical, avec des couleurs qui sont très vives, des jaunes primaires, des bleus primaires, des rouges primaires, et ensuite des couleurs complémentaires, le vert qui est complémentaire du rouge, le orange qui est complémentaire du bleu et ce noir qui va apporter beaucoup de contraste sur un support blanc. Et on sent bien dans ces corps qui sont emmêlés, qui sont liés, qui sont déliés, qui sont positionnés de façon complètement anarchique, on pourrait dire, chaotique, qui a cette sensation de mouvement. Même chose ici, c'est toujours Fernand Léger, hein. Même chose ici, vous voyez qu'on est sur un dessin assez chaotique, assez anarchique. Le personnage est comme en l'air, positionné sur une spirale. La spirale, de fait, vous le savez, elle est en mouvement, hein, elle montre d'ailleurs et un mouvement, hein, dans cette idée de spirale, mais une notion d'infini aussi, d'un mouvement qui ne se terminera jamais. C'est un peu ce que Fernand Léger a voulu montrer. Dès qu'on va dessiner une spirale, il y a l'idée du mouvement. Une illusion du mouvement, c'est obligatoire, et une illusion du fait que ça ne se termine jamais, puisque la spirale n'a ni début ni fin. Et ces accessoires qui sont positionnés comme s'il y avait quelque chose qui allait se passer, comme si on racontait une histoire. Alors, une histoire qu'on ne comprend pas forcément parce que c'est assez abstrait. Mais en tout cas, il y a une histoire qui est mise en place. On pourrait l'inventer, hein, de ce personnage qui est comme absorbé dans la spirale et de cette jeune fille qui a peut-être envie de le sauver et qui rapporte une échelle. Donc, dans le fait de la narration aussi, hein, de cette histoire qui est racontée, il y a cette idée de mouvement, de fait. Donc, vous voyez, c'est un peu, je rejoins l'introduction du départ, il y a plusieurs façons de montrer le mouvement, il y a plusieurs façons de suggérer le mouvement. Il peut être dans des opérations plastiques, comme superposer, répéter, juxtaposer, dans l'utilisation de couleurs primaires qui vont contraster, et dans aussi le fait de raconter une histoire. Quand je raconte une histoire, finalement, il y a un début, il y a un développement, il y a une fin, et ce phénomène-là fait qu'il y a un mouvement qui est illusoire, mais un mouvement quand même dans la narration. Et je vous ai parlé dans l'introduction de l'art cinétique. L'art cinétique, c'est vraiment, ça vient du cinéma. On a vu la chronophotographie, vous voyez, hein, qui est le prémisse, hein, on pourrait dire. Là, on est déjà dans le prémisse du cinéma. En fin 19e, les débuts du cinéma avec les frères Lumière vont commencer. Et c'est cette idée-là d'animation, c'est-à-dire que si l'idée de bande dessinée, si je mets des dessins les uns à côté des autres qui vont générer comme ça une idée de mouvement, on est déjà dans l'animation, on est déjà dans l'art cinétique. Même chose ici, la chronophotographie va annoncer
l'art cinétique. Et les artistes vont jouer de ça. L'art cinétique, c'est un art optique. Et l'idée, c'est toujours de donner l'illusion du mouvement à travers parfois l'œuvre qui va être véritablement en mouvement, mais aussi à travers, pourquoi pas, le déplacement du spectateur. Là, c'est en fait ce qui est montré chez une œuvre de Marcel Duchamp, qui est un artiste du début du XXe siècle, qui est un architecte de formation et qui va faire un truc un peu étrange, c'est-à-dire qu'il va prendre un objet et il va le mettre en scène, le mettre dans une salle d'exposition, et puis il va dire, finalement, c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il va prendre un tabouret, il va mettre une roue de bicyclette sur ce tabouret, il va l'exposer, et il va dire c'est une œuvre d'art. Pourquoi? Parce qu'il va dire à partir du moment où je prends un objet, n'importe lequel, et je le mets en scène, je l'expose dans une salle d'exposition où les spectateurs vont pouvoir le voir, ça veut dire que c'est un objet d'art. Lui, il dit, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, c'est le spectateur qui fait l'œuvre. S'il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas d'œuvre. Donc, à partir du moment où il y a un spectateur, où il y a un regardeur, il l'appelle comme ça veut dire que tout objet peut être un objet d'art. Ça, c'est début du 20e, c'est ce qu'on appelle le ready-made. Ready-made, ça veut dire déjà fait. Et ça va bouleverser le monde de l'art puisque ça va générer comme ça tout un mouvement, tout un déplacement de courants artistiques, d'artistes qui vont finalement se mettre dans cette idée du ready-made et dans cette idée que finalement toute œuvre, tout objet, plus exactement, à partir du moment où il est exposé, à partir du moment où il y a un spectateur pour le regarder, ça devient un objet d'art. Donc, c'est un concept qui est intéressant, hein. Évidemment, ça a généré aussi des choses beaucoup de choses intéressantes, mais beaucoup de choses moins intéressantes. Ça fait partie aussi du jeu, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître. Et donc, suite à ces ready-made qui ont été inventés par Marcel Duchamp, de cette idée que c'est le spectateur qui fait l'œuvre, le spectateur aussi dans son déplacement, le déplacement du regard, mais dans son déplacement du corps. Vous savez que depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à encore aujourd'hui, le spectateur est un élément très, très appréhendé chez les artistes parce qu'aujourd'hui, on tient compte du spectateur. Donc, on fait ce qu'on appelle, on propose des installations, par exemple, où on va amener le spectateur à se déplacer d'une certaine façon, ou en tout cas à réfléchir au déplacement du spectateur, pour faire en sorte que le spectateur exacerbe tous ses sens. C'est-à-dire qu'il puisse, à travers les sens de la vue, du toucher, de l'ouïe, de son corps tout entier, appréhender complètement une œuvre. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille, les artistes travaillent énormément depuis le milieu du XXe siècle. Comment sensibiliser le spectateur à travers une œuvre? Comment faire en sorte qu'il soit sensibilisé le plus possible avec l'œuvre que je lui propose? Donc, dans l'art cinétique, il y a, par exemple, Alexandre Calder qui a proposé ensuite ce type d'objet qu'on appelle un mobile. Et donc, il y a cette idée de véritable mouvement, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, on n'est plus dans un mouvement suggéré, on est dans un véritable mouvement, c'est-à-dire que, alors on ne le voit pas à l'écran, il faudrait le regarder en vidéo. Là, on a un support et là, on a des éléments géométriques qui sont positionnés sur un fil de fer et qui sont véritablement en mouvement, qui bougent réellement et qui créent cette sculpture-là. Donc, l'idée, c'est d'apporter dans une sculpture un mouvement qui est un mouvement réel pour appréhender finalement, à travers le spectateur, un déplacement sensible, d'une expérience sensible, on va dire, du spectateur. Avec une notion évidemment d'équilibre, parce que cette forme-là est répartie de façon à ce qu'il y ait un équilibre dans les mouvements, donc ça se balance de façon assez équilibrée. Et on a aussi ce traitement dans les couleurs, dans des couleurs assez vives, de façon à ce que ça puisse capter le regard du spectateur.
Même chose, toujours Calder qui a inventé cette sculpture qui est aussi un mobile et qui bouge, hein, qui est en déplacement, qui va bouger grâce à l'air, au brassage de l'air. Et vous voyez que ce qui est intéressant dans l'exposition de ce mobile, outre la sculpture qui est très filiforme, c'est l'ombre qu'on voit apparaître grâce à la lumière, à l'exploitation de la lumière qui va apparaître sur les murs. Donc, en fait, d'une sculpture qui va être en mouvement, on imagine, si on la voyait vraiment dans l'exposition, que la sculpture bouge réellement et que les ombres bougent aussi réellement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette proposition-là de Calder, c'est qu'on est complètement, le spectateur, en immersion dans cette œuvre-là, parce qu'on est entouré de cette sculpture de fil de fer qui bouge et des ombres toujours tout autour de nous, du fantôme, si vous voulez, des fantômes de cette sculpture qui bougent aussi sur les murs et qui peuvent être plus ou moins grandes parce que selon la projection de la lumière, vous savez que selon notre projection de la lumière, notre ombre peut être plus ou moins petite, plus ou moins grande, plus ou moins étirée, plus ou moins large. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir que finalement, à travers une œuvre, on va générer une répétition d'œuvres avec une répétition de mouvements qui vont nous mettre complètement en immersion dans une expérience extrêmement sensible, artistique. Alors, vous voyez, ça va? On a encore du temps? 5 minutes par là. OK. Et je pense oui. Après, ils auront des questions. Hein. OK. Donc, j'ai encore 5 minutes pour les questions ou on prend les questions tout de suite? Non, tu as 5 minutes et après on prend les questions. OK. Même chose sur Jean Tinguely. Ce qui sera intéressant, c'est de regarder une petite vidéo de Jean Tinguely. Je vous la mettrai sur le fil parce que voilà, ce sont des artistes qui travaillent le mouvement réel. Hein. C'est-à-dire que les œuvres ne sont plus, comme on a vu précédemment dans les peintures, suggérées, il est réel. Tinguely, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup travailler avec des objets de récupération, donc des objets qui récupéraient dans les déchetteries, du fer, des choses comme ça. Et avec ces objets qu'il récupérait dans les poubelles également, il fabriquait des machines avec des moteurs, par exemple d'essuie-glace, et il fabriquait des machines qui bougeaient réellement. Et il a même fabriqué une machine qui dessinait toute seule. Donc là, il a appelé ça les métamécaniques, c'est au milieu du XXe, et il était vraiment dans cette idée de montrer une sculpture qui vit. Comme un être vivant, c'est-à-dire que la sculpture, elle est sous forme comme ça, parfois d'engrenage aussi. Elle était véritablement en mouvement et elle avait cette dimension comme ça de sculpture vivante, réellement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est apparu au milieu du XXe, où les sculptures, les œuvres d'art prennent vie véritablement et nous montrent une autre dimension du mouvement, c'est-à-dire un mouvement qui est réel, complètement réel. Ouais, Jean Tinguely, il faut vraiment le voir en vidéo pour pouvoir appréhender. Je vous les mettrai parce que c'est impressionnant. Non, en plus, il y a le mouvement chez Jean Tinguely, mais il y a aussi le bruit. C'est-à-dire qu'on entend le bruit des machines qui tapent, qui parfois font des bruits stridents. On entend la ferraille comme ça qui est rouillée, qui frotte sur d'autres ferrailles. Et même chose, le spectateur est en totale immersion dans ces sculptures qui sont très étranges et qui génèrent aussi, comme Calder, des ombres. Quand elles sont dans les salles d'exposition, parfois il a fait des grosses machines, des grosses sculptures qui bougent avec des bruits. Donc on sent bien que tous les sens du spectateur sont sensibilisés. Les ombres des machines génèrent comme ça une expérience extrêmement sensible et un monde très étrange dans lequel le spectateur est en immersion. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Qu'on commence à appréhender dans ce qu'on appelle une installation. C'est-à-dire que quand on crée une œuvre d'art, enfin une production, une œuvre d'art, finalement, on va créer cette œuvre d'art en amont pour exprimer quelque chose, mais on va aussi réfléchir à l'exposition. Comment on a envie d'exposer notre œuvre d'art
pour sensibiliser le plus possible le spectateur? Est-ce qu'il va falloir penser à la lumière pour justement peut-être générer une ombre à notre œuvre d'art, pour générer ce phénomène de répétition, pour créer peut-être un monde étrange où on va emmener le spectateur? Est-ce qu'on va proposer un son ou de la musique, par exemple? Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est des questions, quand on est artiste plasticien, qu'on se pose aujourd'hui. Non, en plus, on fait l'œuvre, on propose une œuvre, mais on va réfléchir à tout le dispositif scénique, la mise en scène de l'œuvre, de façon à pouvoir mettre en valeur notre œuvre et sensibiliser le plus possible le spectateur, hein. L'amener dans notre univers, dans notre monde. On regarde la dernière, on continuera la fois suivante, hein, sur les autres œuvres et sur cette dimension de la vidéo et de l'animation. Donc là, c'est un artiste toujours qui travaille l'arsenic, toujours Calder. Et là, vous voyez, moi, j'aime beaucoup Calder parce qu'il a travaillé véritablement des petites scénettes. Alors, on voit mal, je vous donnerai une vidéo aussi sur Teams. Et là, on est véritablement sur la représentation d'un cirque, d'un mini-cirque avec des personnages, avec une toile. Donc, il y a du son, il y a des personnages qui sont en mouvement. Il y a des ombres qui vont être générées sur les murs. Et l'idée, c'était de représenter une véritable scène narrative avec un cirque, un mini-cirque qui va être généré par des petits personnages, par des petits animaux, par aussi des personnages étranges, par des acrobates, par des trapézistes, etc. Et lui, à travers ce dispositif-là, il génère des marionnettes, il fabrique des marionnettes. Et ce qui est intéressant, alors je m'excuse parce qu'on ne voit pas bien sur la photo, mais c'est pour ça que je vous l'enverrai. Ce qui est intéressant, c'est quand on le voit dans cette exposition, même chose, il a beaucoup travaillé les ombres et on voit des ombres qui sont gigantesques et qui bougent dans la salle d'exposition. Donc ça nous met, nous spectateurs, dans un monde extrêmement étrange, extrêmement onirique, on pourrait dire, extrêmement mystérieux, qui nous questionne, nous en tant qu'êtres humains, êtres vivants, dans une dimension, dans un monde que l'on méconnaît, mais qui nous intéresse, qui nous sensibilise, à travers justement des éléments comme ça, qui sont des éléments un peu fantasmatiques, des éléments qui sont ni matériels ni immatériels, et qui génèrent un monde, une proposition d'un monde mystérieux, d'un monde onirique, on pourrait dire. Voilà, je m'arrête et on verra le reste la fois prochaine. Comme ça, j'écoute vos questions. Oui. Moi, ma question, c'est, on a vu dans Étienne qu'avec le saut à la perche, comment le mouvement s'arrêtait et l'acrobate. On a aussi vu l'acrobate et sa partenaire. J'aimerais savoir si dans un tableau, une œuvre ou un ouvrage, j'aimerais savoir si le mouvement peut être infini. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que j'ai pas pu... C'est une très bonne question. Non, en plus, c'est une très bonne question, mais je te félicite parce que tu as bien appréhendé, en effet, la chronophotographie. Tu as bien analysé, tu as bien observé, donc je te félicite pour ça. Et c'est une excellente question parce qu'en effet, oui. Alors, si vous voulez, pour la semaine prochaine, je vous préparerai. C'est un véritable concept, cette idée de mouvement, parce que, en fait, vous savez que toute l'histoire de l'art, elle n'est pas dissociée de l'histoire de la société. Je parlerai des œuvres d'artistes d'autres continents la fois prochaine. Et en fait, c'est lié à un contexte. Et cette idée de mouvement, elle est liée au contexte du 19e et 20e siècle où les sociétés vont changer, en tout cas sur le continent en Occident, on pourrait dire. Et en fait, comme le contexte change, les artistes, parce que aussi on va inventer de nouveaux outils comme l'appareil photographique, comme le cinéma qui va arriver, ce contexte du mouvement, on va pouvoir le représenter beaucoup plus facilement. Et des sociétés occidentales vont énormément bouger à travers la révolution industrielle. Et donc, ça va générer comme ça un concept fort que les artistes ont voulu appréhender, s'approprier pour représenter le mouvement. Ce que je ferai la semaine prochaine, c'est que je vais vous montrer des artistes qui vont vraiment peindre le mouvement à travers ce qu'on appelle l'op art,
C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir l'impression que dans le tableau bouge. Op art, ça s'écrit O-P-A-R-T, et on est sur des motifs qui se répètent et qui vont montrer complètement le mouvement. Je vous montrerai d'autres choses en lien avec ça et en lien avec ta question la semaine prochaine. En tout cas, très bonne question. Merci pour ça. J'ai pas bien compris le mouvement de Calder, Joséphine Baquet. Alors, Calder, en fait, lui, il a voulu montrer le mouvement par une sculpture. On va essayer de le remontrer. C'est-à-dire que lui, Calder, il fait des mobiles. Tu vois, c'est-à-dire c'est des choses qui sont dans un mouvement réel. Alors, est-ce que je peux montrer une vidéo de Calder, mobile de Calder? C'est-à-dire que ces sculptures, ce qu'on ne faisait pas du tout avant, bouge complètement, bouge réellement. Alors, je ne sais pas si je peux la... Mince. Je m'excuse parce qu'il y a la... On va essayer de passer, je vais te la montrer, voilà. On va essayer de la montrer comme ça. Vous me dites si vous la voyez. Hop. Non, on ne va pas voir. Alors, je vais vous l'envoyer, sinon ça va prendre trop de temps, ça va nous mélanger. En fait, pour t'expliquer, la différence avec les chronophotographiques, tu as bien observé, je vais vous envoyer une vidéo. Les mobiles, donc les mobiles, c'est quelque chose qui bouge. C'est pour ça qu'on appelle ça mobile. C'est en tension avec, c'est en opposition avec immobile. Et en fait, ces mobiles sont véritablement des sculptures qui bougent. C'est-à-dire que là, on a un support qui est fixe, qui est posé sur une table, et là, c'est un fil de fer avec des éléments géométriques qui sont assez légers et qui génèrent un mouvement. C'est-à-dire que ça bouge de gauche à droite. C'est un mouvement réel, ce sont des sculptures qui bougent. Et même chose dans la représentation de Joséphine Baker, que Calder aimait beaucoup, que moi j'aimais beaucoup aussi, comme grande chanteuse, et qui a représenté une sculpture en fil de fer, qui est une sculpture qui bouge, qui est accrochée, suspendue, et qui va générer un véritable mouvement. La différence, en fait, c'est que d'un côté, on a un mouvement qui est suggéré sur un support immobile. Et là, chez Calder, chez Tinguely, on a un mouvement réel. C'est-à-dire les sculptures bougent réellement, sont véritablement en mouvement. Ça, c'est un moment de rupture dans l'histoire de l'art du milieu du XXe où les artistes ont commencé à véritablement faire des œuvres qui bougent. Ça va ou pas? C'est bon, c'est bon. Merci. Oui, je t'écoute. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé des images en mouvement, des objets réels en mouvement, mais est-ce qu'on peut faire des peintures où on voit des paysages en mouvement? C'est exactement ce que je voulais poser. Là, il n'y a pas de ouais, c'est une super question. Ouais, c'est Moïse, je crois, hein, je ne vois pas avec la lumière. Moïse. Ouais, je t'ai reconnu, Moïse. C'est une super question, Moïse. Moi, ça me plaît parce que déjà, je vois que vraiment, vous prenez le sujet à bras-le-corps et c'est intéressant de voir que vous avez cette sensibilité-là et voilà, on voit bien que vous avez cette compréhension-là et c'est intéressant. C'est une super question parce que, par exemple, si je mets, je suis obligée de le mettre comme ça, si je mets cette œuvre-là de Van Gogh, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé, par exemple, Ciel étoilé de Van Gogh, voilà. Est-ce qu'on peut dire que cette œuvre-là est en mouvement? Vous la voyez? C'est un paysage? Oui, c'est un paysage. Est-ce que tu penses que ce paysage, il est en mouvement? Il suggère du mouvement? Oui, madame. Oui, pourquoi? D'abord, il y a les couleurs. Les couleurs sont différentes et elles donnent une forme assez suggestive. On a l'impression que le ciel bouge dans le sens droit. Exactement, bravo Moïse. En effet,
Il y a vraiment une. C'est vrai que je n'ai pas montré de paysage aujourd'hui, je pourrais en montrer la fois prochaine. Mais c'est une super question, Moïse, parce que ça fera une transition. Oui, on voit que le ciel étoilé de Van Gogh est en mouvement. Parce que tu l'as dit, il y a des contrastes de couleurs avec ces jaunes et ces couleurs chaudes et ces couleurs froides. Et il a montré le ciel avec des courbes. C'est-à-dire que ces courbes, par petites touches, qui génèrent comme ça, comme des effets de spirale, des effets spiralaires, ces effets de cercle. Donc, on a vraiment des courbes qui sont les unes à côté des autres, qui vont générer une forme circulaire. Ça génère le mouvement. C'est-à-dire cette forme ronde, circulaire, spiralaire, ces formes courbes qui sont répétées, juxtaposées les unes à côté des autres, nous montrent le mouvement. Même chose dans le paysage comme ça, avec ces courbes qui montrent les montagnes. On a l'impression qu'en fait, c'est le vent qui bouge les végétaux, qui aplatit les végétaux, qui les remonte. Et donc, on a le sentiment que le vent est là, on a le sentiment que les nuages sont en train de bouger grâce à ces courbes et grâce à ces couleurs. Donc, merci pour la question, Moïse, parce qu'en effet, oui, dans les paysages, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant le 19e. Hein. Ça, c'est un courant artistique qu'on appelle les impressionnistes. Ils vont, eux, pouvoir montrer le mouvement grâce à la lumière. C'est-à-dire que fin 19e, ces artistes, grâce à l'invention de la photo, vont avoir envie de montrer autre chose que ce que la photo montre parfaitement. Et donc, ils vont aller dehors, en dehors des ateliers, et ils vont s'apercevoir que quand ils regardent un arbre, quand ils regardent un paysage dehors, en extérieur, la lumière interfère sur les arbres, sur les végétaux, sur les fleurs, et également le vent. C'est-à-dire que quand on est dehors, c'est pas du tout pareil que quand on regarde un paysage sur une photographie, parce que il y a la lumière qui est différente le matin, le midi et le soir, parce qu'il y a du vent, parce que les choses bougent, et parce qu'il faut essayer de montrer ces choses qui bougent sur un support statique, immobile. Et c'est ce que les artistes vont essayer de faire, notamment au début des impressionnistes, à travers ces petites touches de couleur et ces effets de lumière. Merci, madame. Merci à toi. Ma question elle est de la séance d'aujourd'hui. Nous avons reçu un message dans le groupe qui indiquait qu'il y a un voyage à Barcelone. Je voudrais savoir comment on va y procéder. Alors ça, j'ai fait c'est une réunion qui a eu lieu samedi. Si tu veux, on fera une autre réunion samedi prochain. En fait, c'est une réunion d'information. Ça dépend un petit peu du nombre d'élèves qui est intéressé. Donc, il y a une réunion d'information samedi prochain. Je vais renvoyer un lien. Donc, c'est un petit peu en dehors des cours. Il faut que vous vous connectiez pour la réunion. Mais je pourrais en parler avec votre professeur. Il y a une proposition de voyage à Barcelone. Ça dépend aussi comment on arrive à parrainer les enfants pour pouvoir payer le voyage. Et l'idée, c'est de faire un voyage où les enfants, les élèves pourront pratiquer les arts plastiques et aller voir les musées, etc. Si tu veux, j'enverrai à tout le monde un lien d'information. Mais là, il faut assister à la réunion et c'est un samedi en général. C'est en dehors des cours. Ah, ça a coupé. Ça a coupé, je crois. Ah, voilà, ça avait coupé. Donc, je vous renverrai le lien, il y aura une autre réunion. Ça dépend du nombre d'élèves, ça dépend des bourses qu'on va arriver à récupérer, ça dépend de pas mal de choses. Pour l'instant, ce qu'on veut voir, c'est combien il y a d'élèves qui seraient intéressés par ce voyage et ensuite, on va essayer de trouver de l'argent pour pouvoir faire participer les élèves. Donc, pour l'instant, ce sont des réunions d'information. Il faudra y assister samedi prochain à 18h30, mais je vais vous renvoyer un lien. 17h32. Mais il faut leur dire que
qu'il y a un décalage d'une heure. Hein. Oui, il y a un décalage Paris, d'une heure. Voilà, c'est 18h30 Voilà. heure de Paris, donc c'est 17h30 pour vous. D'accord. D'accord. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'ils ont essayé de se connecter à 18h30, mais ça ne marchait pas parce que c'était quand la réunion était terminée. Ouais. Bah ouais, moi je vous ai pas vu, moi j'étais connectée à 18h30. Mince, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on en refait une samedi prochain, donc je vous renvoie un lien. Peut-être j'ai pas mis entre parenthèses heure de Paris, donc faites bien attention, vous avez une heure de décalage, donc c'est 17h30. Voilà. D'accord. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. Merci là, c'est à la vous. pause. Il faut aller à la pause là. Ok, merci de votre écoute. Ok, ciao. À bientôt. La vie n'est pas bien. À bientôt. Hey, hey, hey. Alors vous voyez que c'est possible, non? Il faut juste faire ta liste, suivre les réunions et dire que vous êtes intéressé. Montrer que vous êtes intéressé. Parce qu'après, ce n'est pas vous qui payez le voyage. Il y a des gens qui vont financer le voyage. Oui, monsieur, on avait compris. Mais il faut dire que vous êtes intéressé Où sont les paquets? et faire la démarche. Voilà, on passe une fois là-bas. Alors les paquets sont en route. Mais c'est dans l'avion. C'est dans l'avion. Alors, les paquets sont dans le bateau.